Bonjour, alors je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps une maquette de Star Wars Rebelle de la collection Build and Play. Il s'agissait du X-Wing de Poe Dameron, mais la version qu'il y avait donc dans le film numéro 8, qui est donc Les Derniers Jedi. Et visiblement ça a plu, et tant mieux, parce que ça m'a permis de faire une petite piqûre de rappel sur cette gamme de maquettes de Rebelle que j'aime bien, et qui fait partie des premières maquettes que j'ai présentées sur ma chaîne au tout début de la chaîne. Donc ça permet de faire non seulement une piqûre de rappel, mais surtout de faire une vidéo un peu mieux amenée quand même que ce que je faisais à l'époque, quoi. Et je me suis dit, tiens, du coup peut-être que ça vous intéresserait de voir ce que ça donne avec une maquette qui n'apporte rien de nouveau par rapport au premier kit qui était sorti en 2015. Et il s'agit donc de ce lot avec le Jakku Combat 7, avec le Faucon Millennium tel qu'on le voit dans le Réveil de la Force, et un TIE Fighter du premier ordre qui le poursuit. C'est absolument pas la même échelle, par contre c'est bel et bien les kits que je vous ai déjà présentés donc il y a 7 ans. Et moi je me suis dit que là, avec ces kits là, il y avait moyen certainement de vous montrer exactement la même chose qu'avec le X-Wing. Donc déjà la simplicité de montage de ces kits, et puis le fait que ce soit vachement sympa d'avoir ces kits qui sont ici en plus, ceux-là sont bel et bien son et lumière, là où le X-Wing ne faisait que du son. Voilà, et la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est tout simplement que vous l'aurez peut-être deviné une fois de plus, c'est un kit que j'ai trouvé sur Vinted, que j'ai eu à vil prix, voilà, à 10 €. Et donc je l'ai pris par curiosité pour savoir s'il y avait des trucs en plus ou quoi, et on va voir que la seule différence avec les kits que j'avais déjà, c'est le fait qu'ils ont rajouté une patine absolument dégueulasse qui me fait dire que ça a certainement été fait par les mêmes personnes qui ont salopé le travail sur les kits de Clone Wars pour Rebelle. Voilà, mais en attendant donc c'est ce lot de maquettes. Il est écrit quand même, ils osent marquer Realistic Battle Damage. C'est très fort, parce que c'est tout sauf réaliste, c'est tout sauf bien foutu. Mais je devine aussi que les maquettes sont un peu différentes au niveau du rendu du plastique, de la couleur, etc. On voit que c'était avec la période de Rogue One, hein, ça c'est clairement des dessins de Rogue One. D'ailleurs la maquette date de 2016 et non pas de 2015. Hop, et là donc derrière on en sait donc un petit peu plus, avec effectivement confirmation que c'est son et lumière à la fois pour le TIE Fighter des forces spéciales du premier ordre et le Faucon Millennium. Voilà, la super indication, mais vraiment genre c'est super important, avec les canons et le radar qui tourne, alors qu'il pourrait très bien aussi indiquer qu'il y a des trains d'atterrissage, et un peu plus insister sur le son et lumière, quoi. Voilà, donc du coup là on a vu la boîte. Ce que je vous propose, c'est, vu qu'elle est ouverte, hein, vous voyez, qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, tout comme pour le X-Wing et les autres maquettes de la gamme Build and Play, les pièces sont dans du plastique thermoformé qui permet de tenir les pièces. On a des trucs en noir et blanc, mais rassurez-vous, c'est juste un document qui prend beaucoup de place uniquement pour dire comment changer les piles, et surtout, j'imagine, éviter de mettre ça au micro-ondes. Non, plus sérieusement, c'est vraiment pour indiquer comment changer les piles. Ce qui me sera très utile pour certains kits donc, que j'ai depuis des années et qui commencent à fatiguer. Non pas que j'ai joué avec, mais bon, ça se fatigue assez vite ces trucs-là. Donc Jakku Combat 7, avec donc ici l'illustration donc du kit qu'on a vu sur la boîte, la photo. On voit que ça fait vraiment pour les mômes. Et donc les pièces en présence à réunir, et de telle façon à les identifier et savoir quels sont les numéros qui sont dessus, parce que cette gamme, je ne sais plus si je l'avais précisé pour le X-Wing, cette gamme n'a pas de grappe. Les pièces sont
sont pas à dégrapper, elles sont déjà prêtes à l'emploi. Il n'y a plus qu'à monter, à clipser, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Et en plus de ça, je le répète, c'est avec de l'électronique, avec du son et lumière. Donc là, ils indiquent ce qu'il faut faire pour le faucon. Voilà. Le bouton pour mettre en marche. Et ensuite, on passe au TIE Fighter du premier ordre. Pareil, on identifie les pièces. On met tout ça. Et youpi. Donc, bah écoutez, je pense que maintenant, peut-être qu'on va faire comme avec le X-Wing, justement. On va s'y mettre. Et puis, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, moi, ce qui m'a étonné, franchement, c'est de constater que c'est pas que les pièces sont mélangées. Elles sont bien séparées, mais sont vraiment ensemble, quoi. Je pensais que ça serait vraiment séparé en deux, mais non. Donc, on va commencer par le faucon. Et l'autre chose qui m'a surpris, c'est vraiment que enlever les pièces de ce support plastique, c'est loin d'être facile. Très très loin d'être facile. Et je vous conseille quand même de faire attention parce que bah, c'est le meilleur moyen de voir sauter les pièces un peu partout. Et il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, faut quand même faire un petit peu gaffe. Là, vous voyez, par exemple, je viens de faire sauter les pièces du TIE Fighter. Profitons-en à la limite. Mais c'est le meilleur moyen d'abîmer quelque chose. C'est complètement fou, ça, quand même. Je sais que je me fais vieux, mais quand même. Là, vous voyez, on pourrait croire que ça peut s'enlever facilement. Bah non. Donc, je vais retourner le machin. Voilà. Du coup, je suis en train d'abîmer l'emballage. De toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne une fois monté, mais surtout vous montrer que ça se monte, mais avec une facilité de dingue. Et je dirais même qu'à la limite, ça prendra moins de temps que d'enlever ça. Je vais le faire hors caméra parce que c'est quand même assez embêtant. Bon, j'ai bien fait parce que ça a été une horreur à enlever donc ce plastique là transparent. J'ai même fini par couper une partie pour pouvoir enlever ça. D'ailleurs, donc hop, je vais enlever la petite languette pour le son et lumière. Vous allez voir que ça ne paye pas de mine ici. Et voilà. Ça rendra mieux tout à l'heure, enfin j'espère. Et sinon, ce que je vous disais sur l'aspect patine, c'est vraiment pas la joie. Bon, c'est moins prononcé que les trucs faits à la truelle sur les maquettes donc de The Clone Wars, notamment les Jedi Starfighter, mais c'est vraiment pas terrible. Ils ont quand même essayé de faire un effort ici avec les effets de laser sur la coque. On va leur reconnaître ça, mais c'est vraiment pas la joie. Et je trouve ça bof. Par exemple, là, ils ont raté l'occasion de vraiment mettre du noir sur l'arrière. Et au final, le kit reste propre. Mais ils ont quand même fait ça au pochoir, visiblement. Puisque là, c'est aussi des impacts qu'ils auraient pu corriger depuis le temps. Je ne sais pas si ça y était vraiment dans le réveil de la force, mais c'est des impacts qui sont déjà présents sur le Faucon. Dans l'Empire contre-attaque notamment. Donc ça fait un petit bout de temps que c'est sur la coque, hein. Donc voilà. Du coup, assez étonnamment, on commence par les trains d'atterrissage. Et sont-ils identiques? Je ne me rappelle plus. Non. Donc du coup, il faut faire gaffe. Là, c'est les grands. Ceux-là sont plus petits, mais alors pour les reconnaître, franchement, hein, on beau mettre des numéros pour savoir qui est quoi, est-ce que c'est marqué dessus? J'ai plus le moindre souvenir. Mais il y a quand même, vous voyez, ça c'est quelque chose que j'ai pas nécessairement montré il y a 7 ans. Il y a des petits détails, mais bon, on les verra à peine. Et donc, hop. Ça se met comme ça et après ça peut
comment dirais-je, se mettre en position d'atterrissage. Mais moi je vois pas de différence d'un numéro à un autre, quoi. Donc bof. Sinon après, quoi il faut apparemment, c'est assez amusant. J'ai l'impression qu'en fait ça c'était fait pour être transparent. Ils ont fini par le faire en blanc et avec des trucs noirs. Mais je vois pas pourquoi sinon ils ont fait ça. Et hop. Donc moi je pense sincèrement que ça devait être transparent au départ. Et ils l'ont pas fait pour une raison X ou Y. Ils ont préféré les peindre. Ça vaudrait presque le coup de modifier le truc électronique et de faire en sorte que ce soit transparent pour être éclairé. Donc je précède la notice, je devrais peut-être pas. Je fais ça ici, là le radar. Donc hop, je vais quand même regarder un petit peu la notice. Il y a ces machins là. Est-ce que là aussi la notice c'est pas super clair, hein. On voit quand même des détails sur la pièce avec des trucs percés. Est-ce que c'est vers le haut, est-ce que c'est vers le bas? On ne sait pas, on ne sait pas. Donc du coup je suis un peu livré à moi-même et du coup hop, ben, je vais décider comme un accord avec moi que ça sera comme ça et puis c'est tout. De toute façon ça tient à peine. Hop, j'imagine qu'il faut mettre ça, oui, là. Alors d'ailleurs on notera que ça sera invisible à l'intérieur, mais il y a quand même des détails dessus, oui. Donc hop, voilà. On doit quand même mettre la cabine qui elle aussi, hein, est peinte en noir, c'est pas transparent. Hop. Ouais, bah, c'est bien foutu. Il y a ça à mettre derrière pour la partie moteur. Là aussi par contre c'est transparent et c'est assez joli. C'est assez joli. Donc le radar c'est fait. La partie haute c'est fait. Et ok. Ça permettra de tenir les deux morceaux, c'est ça? Voilà. Et donc on met ces trucs là ici et ici, et tout ce qu'on va faire c'est s'assurer que tout soit bien emboîté, c'est tout. Voilà. Et il faut y aller quand même un peu fort pour que ça tienne bien. Ça manque de quelques détails mais pas grand chose. Et j'ai déjà montré dans une vidéo Yaka Faucon que améliorer ce kit c'est pas si difficile que ça, un bon jus pour rentrer dans les détails et tout. Et non, c'est un bon kit, hein, franchement. Et le seul problème c'est que du coup on voit un petit peu trop la lumière, mais c'est sympa, c'est sympa. Donc ça c'est pour le Faucon, et du coup on va continuer sur notre lancée avec le TIE Fighter, que là aussi je vous ai présenté il y a bien longtemps. Plus exactement, j'ai présenté ce kit dans un premier temps. J'ai fait la vidéo pour l'ami Erwan pour sa chaîne YouTube, et
Il l'a présenté sur sa chaîne, je vous mets le lien bien évidemment. Et je sais plus du tout si je vous l'ai présenté de mon côté. J'ai dû vous le présenter en fait en faisant de toute façon des comparaisons avec différents TIE Fighter. Et je crois que c'est pas allé au-delà, donc ça sera l'occasion. Donc là, vous voyez que cette fois-ci, la partie son et lumière électronique, il y a quand même des détails. Vous avez les deux sièges, puisque c'est un TIE Fighter spécial avec un, on va peut-être dire un tirailleur, je sais pas comment on appelle ça, enfin quelqu'un de chargé des armes à l'arrière et le pilote à l'avant. Et si on enlève ça, hop, normalement, alors que je fasse pas de bêtises, oui voilà, quand on appuie là-dessus, ça s'éclaire un petit peu ici, mais surtout on a les bruits typiques du TIE Fighter. Et mis à part qu'il n'y a pas de pilote, moi je trouve quand même ce kit assez formidable. Et à la limite, c'est une des raisons pour laquelle j'ai d'ailleurs peut-être ce kit en triple ou en quadruple. J'ai le secret espoir d'utiliser ça, en tout cas ce qu'il y a dedans, pour le mettre dans la grande version que je trouve beaucoup moins bien. Je trouve le kit de grande taille beaucoup moins bien pour ce TIE Fighter. Déjà, bon, j'adore le bruit qu'il fait, mais surtout, c'est quand même assez étonnant qu'ils aient raté les grands kits de Star Wars, alors que les petits des builds en play sont vraiment très réussis. Moi je trouve qu'ils sont vraiment très réussis. C'est assez étonnant de voir que là, faut mettre déjà cette partie là sans mettre l'accès au cockpit. On notera quand même que la peinture est pas si mal que ça. Voilà, la patine, c'est comme une espèce de brossage à sec argent. Je trouve pas très beau, mais voilà. Si on regarde pas de trop près, on voit pas que c'est en deux parties, quoi. C'est quand même assez sympa. Donc là, on a les espèces de détails aussi de ce TIE Fighter. Vous voyez que c'est un trou particulier qui fait qu'on ne peut pas se tromper. Et hop, voilà, limite, ça fait un TIE Fighter sur roue. Donc là, cette fois-ci, on se décide enfin à mettre cet accès au cockpit qui, pour moi, très clairement indique que au départ, il était peut-être prévu de faire des figurines, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Aucun intérêt. Voilà, ça c'est fait. Je vais précéder ce qui est peut-être, je l'ai peut-être raté cette étape là, mais hop, les armes pareil, c'est quand même pas si mal. Il manque juste en fait les armes ici, parce qu'il y a quand même des doubles canons ici, et normalement il y a des armes ici aussi qui doivent être contrôlées par ce que j'appelle sautement certainement le tirailleur pour l'arrière. On notera quand même que là aussi la peinture est pas si mal. Par contre là, l'arrière n'est pas transparent contrairement à la grande version. Donc là aussi je précède ce qui sera certainement demandé dans la notice de montage, mais donc là il y a voilà une espèce d'antenne et on doit placer ces pièces là ici. Alors ça par contre c'est un peu décevant, c'est à dire que même si c'est à l'intérieur il n'y a aucun détail, alors que là c'est très bien détaillé. Par contre c'est un TIE Fighter un peu sale, hein. Même si ça indique une direction, c'est pas très beau, c'est pas très beau, mais vous voyez que c'est vite monté et que du coup hop, il suffit ensuite là encore de mettre ces pièces avec de beaux détails. Voilà. Voilà. Et on est bon pour ce TIE Fighter du premier ordre, que moi j'aime beaucoup. Voilà, et qui a été assemblé en quelques minutes, vous le voyez. C'est fini. Et il peut aller se battre. Et bah écoutez,
Ça y est, c'est monté, c'est fait. Donc ce que je vous propose, c'est de voir le résultat sous un autre point de vue. Alors déjà, donc le faucon, je vous ai montré ce qu'il en était, hein. Finalement les détails sont pas si mal, je trouve juste que c'est assez mal réalisé. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est tout sauf réaliste. Mais la qualité première de cette maquette est là, donc avec encore une fois du son et lumière. Hop. Voilà, on a fait le tour. Et donc ces machins-là tournent. Ce qui ne s'était fait d'ailleurs que sur la vieille maquette MTE-RTL MPC, donc de la fin des années 70. Et c'est tout. Là ça tourne aussi, mais on s'en fiche. Et donc là c'est pas transparent, mais on s'en fiche aussi. Et voilà. N'oublions pas quand même les trains d'atterrissage. Voilà, et donc il suffit de les sortir comme ça. Je vais pas tous les faire, mais voilà, c'est pas très beau quand même, hein, ça. Donc on va les laisser plutôt fermés et on peut changer les piles ici, bien évidemment. Et donc le TIE Fighter, voilà, pareil, les salissures font pas du tout réalistes. Pour le coup, je me demande même si j'aurais pas dû mettre ça de l'autre côté. Voyons, je retourne l'aile hors caméra comme un vilain pas beau. Voilà, je viens de changer la pièce, ça rend peut-être un peu mieux. Mais sinon, donc ce brossage à sec argent et là du noir, bof bof, bof bof. Mais au moins, les pièces sont-elles encore pré-peintes, donc ça va. Là donc ça s'ouvre, mais on se demande pourquoi, parce qu'il n'y a pas de pilote. Et donc ça reste quand même un peu trop visible comme le bas du faucon, mais on voit assez rarement le bas des maquettes. Et donc là on a un petit bouton. Et je trouve ça juste formidable parce que du coup ça, alors si je mettais correctement, vous voyez, à la limite, si j'éteins mes gros projecteurs, peut-être que vous verrez mieux ce que ça donne. Vous voyez, je trouve ça sympa. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je tiens à mettre cet élément électronique, donc du coup sur le gros TIE Fighter, qui est quand même une grosse maquette. Moi je la trouve ratée, et le X-Wing aussi, parce que là encore le travail de peinture qui a été fait par les personnes chargées par Revell de le faire ont vraiment fait un très mauvais boulot. Mais sinon c'est vraiment assez sympa. Et donc voilà, et vous avez vu que c'est fait, donc en quelques minutes c'est plié. Donc par contre ce lot par Revell c'est bien gentil, mais là je vous l'ai mis toutes les deux l'une à côté de l'autre. Il me semble évident que c'est pas la même échelle et qu'on peut pas croire une seule seconde que le TIE Fighter à cette échelle peut s'attaquer au faucon à cette échelle. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo montrant les qualités indéniables de cette gamme Revell Star Wars Build and Play vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation de notre kit Star Wars.